Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur notre webinaire, voilà, notre webinaire mensuel chez MyConnecting. Voilà, je vois de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, donc c'est une très bonne nouvelle. Le thème ce mois-ci, on est donc sur le fait d'allier le stress et la santé au travail, avec notre expert Arnaud sur la QVCT Bonjour Arnaud, et puis je te laisserai te présenter de toute façon dans un instant. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va attendre quelques minutes hein, tranquillement que tout le monde nous rejoigne. Sachez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, que vous avez un chat à disposition pour nous poser toutes vos questions et on se gardera, nous, à la fin, environ 10-15 minutes pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Et sachez qu'on va aussi vous interpeller sur des sondages avec voilà pareil, vous aurez de toute façon toutes les informations qui vont être affichées au fur et à mesure. Vous pouvez répondre à des questions qu'on va vous poser pour également vous mettre en action et puis savoir un peu plus qui vous êtes, ceux qui nous écoutent. Donc bon bah Arnaud, je te laisse te présenter dans un instant. Moi je suis donc Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique sur tous nos sujets et toutes nos formations management et soft skills chez MyConnecting. Et Arnaud, effectivement, qui est un de nos experts QVCT et avec qui on intervient régulièrement. Je te laisse te présenter, Arnaud. Oui, très rapidement, j'exerce le métier de formateur, de coach en expert santé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la promotion des risques, la prévention des risques psychosociaux et la promotion du bien-être, des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Formidable. Merci, Arnaud. Et voilà. Et donc, My Connecting, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ne nous connaissent pas encore très bien, on est plus de 299 collaborateurs dans le monde entier. Voilà, avec des gros hubs, effectivement, localisés sur l'Asie, sur l'Amérique du Nord et en Europe, à Boulogne, à Paris. Ça fait plus de 15 ans, ça fait 17 ans même maintenant qu'on existe. On est très fiers d'avoir un taux de satisfaction qui continue d'année en année d'être voilà, plus de 99% de satisfaction. C'est vraiment là où on va mettre énormément d'efforts et beaucoup d'impact dans dans toutes les dimensions, toutes les actions qu'on va prendre. C'est vraiment pour renforcer ce taux de satisfaction, le garder de manière d'un point de vue excellente, même avec l'augmentation du volume. C'est un peu notre point d'honneur, on va dire. Et en termes de formation, donc je vous parlais, moi je vous disais que c'était, donc moi c'est les soft skills, c'est le management qui nous anime, qui anime aussi Arnaud, je le sais. Mais on fait également, donc historiquement, on est un organisme de langue. On a commencé avec les langues, donc avec un gros focus bien sûr sur l'anglais, mais sachez qu'on fait aussi beaucoup voilà, de langues étrangères, espagnol, italien, chinois. Et on fait également des formations en bureautique et en digital. Voilà, vous avez peut-être suivi notre dernier webinaire sur ChatGPT qui a connu un franc succès. Et bien sûr, on vous accompagne sur toute la suite Adobe, Office, etc. Et ça, c'est depuis des années en groupe et en individuel. Le sujet donc du jour, je vous le disais, donc c'est allier stress et santé au travail. Rapidement pour le sommaire, sachez qu'on va vraiment faire, donc on va forcément parler un petit peu de gestion du stress, mais on n'est pas sur un webinaire qui va se consacrer uniquement à la gestion du stress. On va vraiment avoir cette dimension de santé qui est importante. On va commencer par les définitions finalement du stress et de la santé, comprendre les risques enfin les risques qui sont liés au stress au travail. Et ensuite, on va essayer de rentrer un peu plus aussi dans le concret de quelles sont les techniques pour gérer le stress, pour favoriser la santé, et quelles sont les méthodes de prévention et de promotion. Donc là, ça sera que ça soit à votre niveau en tant que collaborateur ou au niveau plus RH, RF, voilà les responsables de ressources humaines aussi en entreprise. Donc on va essayer de s'adresser à tout le monde et on aura ce fameux temps de questions-réponses, comme je vous le disais, de 10-15 minutes à la fin. N'hésitez pas voilà, à nous poser vos questions. Et pour démarrer, Arnaud, donc, je te laisse introduire le sujet du stress et puis notamment comprendre un petit peu ce que c'est, sa définition et pourquoi finalement c'est peut-être pas si mauvais qu'on ne le pense. Ben non, effectivement, donc ce sont des sujets qui me passionnent depuis longtemps. Alors, l'OMS aujourd'hui, donc l'Organisation mondiale de la santé, définit le stress comme le fléau du monde occidental. Certes, néanmoins, j'ai envie de dédramatiser cette notion de stress parce que le stress, comme nous le dit le docteur Soli Ben Sabat, le stress, c'est la vie. Hein, vous avez l'illustration de son livre à gauche.
Le stress, c'est la vie parce que tout simplement, si nous n'étions pas stressés, nous serions morts. Donc, beaucoup de personnes nous disent parfois, oui, je suis stressé, mais j'ai envie justement, encore une fois, de dédramatiser ce sujet. Le stress n'est pas une maladie, hein, ce n'est pas référencé à la classification des DSM-5. Il n'existe pas de médicaments pour gérer le stress et c'est quelque chose de complètement naturel. Alors, je ne vais pas ici faire un cours d'anatomie parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a une planche à droite de l'écran. Je veux juste insister sur deux systèmes nerveux. C'est le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, qui sont donc deux systèmes nerveux qui font qu'il y a une boucle d'autorégulation très naturelle chez l'être humain. D'une part, lorsque l'on est en activité, une production au niveau chimique qui envoie de la cortisol et de l'adrénaline, ce que connaissent bien les sportifs. Hein, quand on fait du sport, on a une production d'adrénaline. Et pour réguler cet excès, hein, parce qu'à haute intensité, on va en parler, ce serait néfaste pour la santé, eh bien, le système parasympathique va contrer par une substance qui s'appelle l'acétylcholine. Donc déjà, j'ai envie de dédramatiser ce sujet en vous disant que le stress, c'est quelque chose de complètement naturel. Ça n'est pas une maladie, ça s'autorégule par le corps. Et si justement on met des actions en place, c'est ce qu'on va voir pendant ce webinaire, eh bien on préserve un bon état de santé. Donc c'est la première bonne nouvelle par laquelle j'aimerais commencer. Tu fais bien de commencer par les bonnes nouvelles. Et tu voulais, pour aller encore un petit peu plus loin justement dans ces définitions, nous parler des deux approches qu'on distingue. Oui, alors malgré tout, je vous l'ai dit, c'est une bonne nouvelle, le stress, c'est la vie. Il existe néanmoins deux, on va dire, définitions officielles. La première, elle nous est donnée par le docteur Hans Selye hein, dans les années 50. C'est un médecin québécois, ça a été un des pionniers à réaliser des études sur le stress. Qu'est-ce qu'il nous dit, le docteur Hans Selye? Bah, d'abord, il nous donne une définition biomédicale. Il nous dit que le stress, c'est la réaction de l'organisme face aux modifications, aux exigences, aux contraintes ou aux menaces de notre environnement en vue de s'y adapter. Donc très clairement, notre système nerveux s'adapte justement pour faire face à nos environnements. Donc c'est tout à fait biomédical et naturel. Et l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2008, on donne une définition sous couvert d'une approche psychosociale. Et cette définition est la suivante. On nous dit que c'est un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Et là, ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est finalement de constater que face à une même situation, deux personnes peuvent avoir des perceptions différentes. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aussi agir. Donc, en ce sens que le stress est d'abord quelque chose de très individuel qui est lié à notre propre perception d'une situation. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu as raison, c'est comme on a tous une perception vachement individuelle, ce qui est parfois difficile aussi, c'est de faire des actions en entreprise qui sont collectives pour ensuite, et tout le monde aura après des perceptions différentes et puis des évolutions de son niveau de stress aussi différents. Maintenant que tu as bien défini le stress et on espère que c'est clair pour tout le monde, tu voulais nous parler de la santé pour vraiment qu'on ait ces deux définitions pour poser un petit peu les bases de ce début de webinaire. Tout à fait, puisque notre webinaire, c'est allier le stress et la santé au travail. Donc, l'OMS, encore une fois, l'Organisation mondiale de la santé, en donne une définition qui va apparaître à l'écran, qui est que la santé n'est pas seulement une absence de maladie. Hein, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà la définition officielle de la santé par l'OMS. Et ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, c'est que la santé n'appartient pas au domaine médical. Hein, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. La maladie, la classification des maladies dans le DSM-5 eh bien, est réservée aux professionnels de la maladie, aux médecins, etc., au corps médical. La santé appartient à tout le monde. Hein, on se fait tous en début d'année, une bonne santé. Donc, nous sommes tous des acteurs de la santé et nous pouvons prendre à notre niveau, effectivement, eh bien, des actions, mettre en place des actions pour favoriser un bon état de santé. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour s'occuper de la santé. Encore une fois, la santé appartient à tout le monde et il n'y a pas le privilège de la médecine. Et tu me fais une passe décisive pour faire une belle transition, parce que tu nous parles d'actions finalement individuelles. Et donc sur le prochain slide, on va voir qu'il y a deux dimensions qui sont importantes, hein, que tu vas nous rappeler, qui sont la dimension individuelle, comment je peux agir au niveau individuel, et comment je peux agir au niveau collectif, et avec
à chaque fois à deux niveaux, le niveau de la prévention et le niveau de la promotion. Je ne sais pas si on peut juste passer au slide suivant. Tout à fait. Voilà. Et Donc, alors peut-être nous préciser aussi ce que tu entends par prévention et promotion. voilà, en tout cas, ça nous invite à définir aussi ce que nous, on entend par la santé au travail. Hein, je ne parle pas encore une fois de maladie, je parle de santé. Eh bien, la santé, pour nous, au travail, ça consiste à mettre en place des actions au niveau individuel, donc pour l'individu, et des actions au niveau collectif, hein, que ce soit l'équipe ou l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Donc ça, c'est ce que vous avez au niveau vertical. Et ensuite, de mettre en place des actions de prévention au niveau individuel ou collectif ou des actions de promotion au niveau individuel ou collectif. Bah, la prévention, c'est en amont, j'ai envie de dire, de complications ou de symptômes, justement, ou de signaux faibles, ce qu'on appelle dans la prévention des risques psychosociaux. Donc, de prévenir, justement, un bon état de santé. Donc, de mettre des actions qui favorisent et qui permettent de préserver, finalement, notre état de santé. Et la promotion, eh bien, c'est d'aller au-delà de la prévention, finalement, et de mettre en place des actions très claires qui vont favoriser justement cet état de santé, encore une fois, qui va être un état de bien-être, hein, au niveau social et au niveau physique. Voilà. Et donc, du coup, finalement, la santé au travail, c'est d'agir au niveau du stress, des risques psychosociaux, du bien-être et de la QVCT. On voit que ces quatre concepts, finalement, constituent la santé au travail. Super clair, merci d'être voilà, de revenu là-dessus. Je pense que c'était aussi important. Et puis alors rapidement, effectivement, les causes courantes du stress au travail, si tu peux nous réexpliquer un petit peu ce schéma. Oui, on va dire que dans la prévention des risques psychosociaux notamment et la gestion du stress, on retrouve en général cinq grandes classes de facteurs. Ces classes de facteurs sur lesquelles on peut agir, eh bien, c'est tout ce qui est lié au contexte organisationnel de l'entreprise, donc les conditions de travail, le contrôle, autrement dit, c'est le niveau d'autonomie d'un collaborateur. Est-ce que j'ai suffisamment d'autonomie ou pas assez? Les signes de reconnaissance. Il y a encore une dernière étude dernièrement qui démontrait donc qui est sorti par Pôle emploi, comme quoi 54% des salariés estimaient avoir encore insuffisamment de signes de reconnaissance, alors que ça peut être un vrai facteur de promotion du bien-être. La nature des relations avec ses collègues, ses clients aussi, mais les prestataires et les clients externes et la tâche, bah, c'est souvent ce que je retrouve, hein, c'est-à-dire la surcharge de travail. Est-ce que je suis en sous-charge ou en surcharge de travail? Ça, c'est les causes courantes du stress qui peuvent être à la fois des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection, hein, de promotion du bien-être et de la santé. Oui, tout à fait. Et au niveau de je rebondis sur la surcharge de travail parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Et alors voilà, je sais pas si c'est voilà, le post-Covid ou autre, ou en tout cas, ou si c'est un ressenti, mais c'est vrai on entend de plus en plus parler de la surcharge de travail pour beaucoup. Et donc bon, on vous donnera des actions, en tout cas des idées pour travailler là-dessus. On avait fait un webinaire sur le sujet d'ailleurs en octobre-novembre l'année dernière, que vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, voilà, si ce sujet spécifique vous interpelle. Maintenant qu'on a posé un peu le décor, Arnaud, qu'on a posé le décor du stress et de la santé, tu peux nous parler un petit peu des risques liés justement à ce stress au travail? Bien évidemment. Donc, je vous le disais, le stress en soi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. On a besoin d'un certain niveau d'intensité, effectivement, pour être efficace et performant. Maintenant, on va voir apparaître à l'écran, effectivement, quels sont les risques liés au stress au travail. On va dire que pour un individu, il existe trois risques majeurs, hein, d'un stress, mais j'ai envie de dire surtout d'un niveau d'intensité suffisamment fort de stress, ce qu'on appelle l'hyperstress en fait, sur la santé physique et mentale des individus. Quels sont ces risques? Il y a d'abord des risques physiologiques, c'est-à-dire physiques. Alors, je vais détailler ça tout à l'heure au travers de signaux qu'on peut voir apparaître. Ça peut être par exemple un problème de dos, par exemple, hein, ou des problèmes dermatologiques. Il y a des risques psychologiques, donc pour la santé mentale des individus. C'est souvent ce qui amène les individus, par exemple, à être dans des complications qui les amènent dans des burn-out. Et il y a des complications comportementales qui peuvent se traduire, par exemple, par des addictions, hein, à l'alcool et même parfois maintenant on le voit par rapport à certaines drogues. Je vais détailler ensuite ces différentes complications qu'on peut rencontrer par la suite. Mais voilà globalement les trois principaux impacts du stress, donc physiologique d'abord, psychologique, mais on pourrait dire aussi psychique, hein, le lien avec les émotions, hein, la difficulté pour certains à gérer les émotions et le mental, et des aspects comportementaux.
Super. Bah écoute, merci Arnaud. On va vous proposer de vous mettre en action et voilà, on vous pose une question assez ouverte sur laquelle vous allez avoir la possibilité de répondre à une des quatre réponses qu'on a choisies. Donc c'est, avez-vous déjà eu des problèmes de santé? Est-ce que c'est non, jamais je suis toujours en bonne santé? Et tant mieux pour vous si c'est ça. Rarement je suis globalement en bonne santé. Souvent, j'ai fréquemment des complications et oui, j'ai eu de grosses complications. Alors bien sûr, le sujet de la santé n'est pas uniquement lié au travail, là, quand vous allez répondre à cette question, mais forcément, il y a un lien fort et donc c'est pour ça que on trouvait ça intéressant de vous poser cette question. Donc normalement, vous avez le sondage qui s'affiche et vous pouvez répondre, voilà, et voter. Et on aura dans quelques instants les résultats. Et toi, Simon, est-ce que tu es rarement ou toujours en bonne santé? Moi, je suis plutôt, voilà, j'ai la chance d'avoir un bon capital santé dans la famille, donc je suis plutôt globalement en bonne santé. Donc j'aurais répondu non, jamais je suis toujours en bonne santé, comme 6% des personnes euh, qui ont répondu. Donc voilà, on voit qu'on a quand même globalement un 68%, hein, rarement. Alors je sais pas comment tu interprètes les résultats. J'avoue que moi, Arnaud, je m'attendais à un petit peu plus de personnes qui avaient davantage de problèmes de santé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a des actions de prévention qui sont mises en œuvre. Après, ça dépend de la population qu'on a, hein. Si c'est une population de personnes sédentaires, pas sédentaires, ça dépend aussi de l'âge, hein. Plus on avance en âge, parfois plus on peut avoir de complications. Bon, en tout cas, tant mieux. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les 26% qui ont quand même des complications, voire de grosses complications, hein. Et évidemment, la santé, on peut l'avoir, mais on peut la perdre aussi. Donc l'idée, c'est de la préserver pour ceux qui sont en bonne santé, voilà, de continuer à maintenir cette bon état de santé et de trouver des solutions pour eux, pour ceux qui ont eu ou qui ont de grosses complications. Ouais, absolument. Tout à fait. Et puis alors tu voulais, on voulait se faire on sait que là on parle à tout le monde et qu'on n'est pas forcément devant un public de responsables formation, de responsables de ressources humaines, mais il y a quand même un impact fort pour l'entreprise de ce stress et ce manque parfois de qualité de vie au travail, en tout cas de santé au travail, promotion et prévention de la santé au travail. Et donc, c'est des coûts qui sont directs, hein, ou indirects pour l'entreprise. Je te laisse nous présenter ça, Arnaud. Oui, rapidement, c'est juste pour dire que oui, la santé, c'est d'abord une affaire personnelle et individuelle, mais on ne peut pas être sans prévention aussi de l'aspect collectif. Et l'entreprise a une responsabilité aussi parce que, un, elle est impactée directement aussi par ses problèmes de santé aujourd'hui. Je pense notamment, par exemple, aux arrêts maladie de longue durée, hein, les ALD, qui sont en progression constante dans beaucoup d'organisations. Tout ça, ça impacte l'entreprise par rapport à des coûts directs, hein, donc au niveau de la performance économique. Et puis, il y a tout ce qui est aussi turnover, dégradation du climat social parfois. Et là, ce sont des coûts indirects qui impactent la performance sociale. Tout ça impacte la performance opérationnelle. Et c'est pour dire aussi que prévenir un bon état de santé eh bien, bénéficie à tout le monde, aussi bien au niveau individuel, collectif qu'organisationnel. Et d'abord, à la fois le premier bénéficiaire, on est l'entreprise, mais c'est aussi le premier responsable. Je rappelle que dans les ANI, l'entreprise a une responsabilité forte de prévenir un bon état de santé de ses collaborateurs. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a eu, en fait, ces dernières années, il y a eu d'abord une prise de conscience poussée encore une fois par le Covid, mais pas que, même avant, au niveau des collaborateurs. Et ensuite, il y a eu ce mouvement qui arrive de plus en plus dans les entreprises, où on parle de qualité de vie et des conditions de travail, et où ça devient un enjeu majeur aussi pour les entreprises. Donc voilà, chaque chose arrive en son temps et progressivement, mais ça devient vraiment un enjeu majeur pour tout le monde. On va parler un petit peu des techniques. On va essayer de vous donner un maximum de conseils concrets. Alors, on a dit pour gérer le stress, mais en fait, on va aller plus loin que c'est pour favoriser finalement la santé au travail, qui passe notamment par la gestion du stress. Donc voilà, dans le slide suivant, Arnaud, tu nous présentes quelques méthodes pour favoriser ce bon état de santé.
Ben oui, en préparant ce webinaire ensemble, d'ailleurs, Simon, ce qu'on a souhaité aussi, c'est donner des techniques très concrètes par rapport à des personnes qui seraient justement en difficulté ou tout simplement pour faire de la prévention. Donc, on voit bien qu'on est à la fois sur la prévention, pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, mais aussi la promotion, c'est-à-dire continuer à inscrire des actions dans le temps pour justement favoriser un bon état de santé. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous avez un certain nombre de pratiques à l'écran. Alors, ces pratiques, la liste n'est pas exhaustive. Mais la première chose d'abord à faire, c'est de s'occuper de son corps. On ne peut pas prévenir un bon état de santé sans passer par des pratiques corporelles. Alors, je ne parle pas nécessairement de sport, mais au moins d'activité, de mouvement, d'apprendre à se relaxer. Les trois techniques scientifiquement validées aujourd'hui par la science sont la technique de respiration abdominale, bien connue de tous les sophrologues par exemple, ou des personnes, des mamans par exemple qui ont accouché, qui ont accouché d'un enfant. Il y a ce qu'on appelle le TAS, le training autogène de Schulz, et il y a la méthode de Jacobson. Donc voilà, je vous invite à aller regarder des tutos si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment trois pratiques de relaxation extrêmement importantes liées à la respiration, puisque la respiration va aussi permettre d'oxygéner et d'éviter des complications, on va dire, physiologiques. La sophrologie, le yoga de plus en plus en vogue, pratiqué notamment par les femmes, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, avec cette technique est validée aussi scientifiquement, la méthode ce qu'on appelle 3-6-5, bien connue aussi de beaucoup de personnes. Le balayage corporel, qui consiste à détendre son corps physiquement, mais aussi mentalement, d'avoir évidemment une bonne hygiène de vie. Je ne pourrais pas développer ces aspects-là, mais ça passe effectivement par le sommeil, ça passe par une bonne alimentation, une bonne hydratation, Et de plus en d'entretien. plus sur l'hygiène de vie, tu nous parles de sommeil, de plus en plus on parle aussi de la déconnexion du téléphone qui va nous empêcher finalement d'avoir un sommeil profond, ou un sommeil de qualité en tout cas. Donc ça passe aussi par ça, oui. Tout à fait, d'être en capacité de mettre des sas. Le cerveau, il a besoin à la fois de continuité dans nos activités, mais surtout de périodes de relaxation et de repos. Si on ne donne pas à notre cerveau ces deux besoins qui sont fondamentaux, bah, très clairement, au bout d'un moment, on va tomber, on va le voir dans une phase d'épuisement. Entretenir de saines relations. Montesquieu nous disait, nous sommes des animaux sociables. Oui, nous avons besoin d'entretenir des relations avec les autres, des relations qui ne soient pas toxiques, mais des relations qui soient saines, qui soient bienveillantes, qui génèrent des émotions agréables. Nous avons, même si c'est aujourd'hui un peu une tarte à la crème, besoin d'apprendre à lâcher prise. Donc là aussi, je peux pas le développer, mais de prendre de la hauteur, pour le dire différemment, de prendre du recul par rapport à un certain nombre d'événements et de garder un contact étroit aussi avec la nature. Ça, c'est un élément clé. On est de plus en plus dans des sociétés très industrialisées avec beaucoup de béton. On a besoin de reprendre ce contact avec la naturelle car nous sommes aussi des êtres naturels. La liste n'est pas exhaustive, mais déjà, il y a beaucoup de pistes ici pour gérer à la fois son stress, mais surtout prévenir un bon état de santé. Ouais. Et ce qui est important aussi de préciser, moi c'est vrai que j'ai été je me suis beaucoup renseigné sur ces sujets-là. On est chez Meconixing, on est assez, ben justement, on a beaucoup de prévention aussi, de promotion autour de ça. C'est que forcément, quand on s'intéresse à ce sujet-là, on se dit toujours qu'il y a tellement de choses à faire et on peut être un peu perdu. Après, l'idée, c'est de trouver aussi ce qui nous convient. Et si c'est le contact avec la nature, il faut aller par là. Si c'est plus la relaxation et la respiration, bah, il faut aller dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus on peut voir plein là justement de conseils, de méthodes, et on est de plus en plus asséné par tous ces conseils et tout ce qu'il faudrait mettre en place. En fait, ce qui est important, c'est de commencer à faire des petits efforts et de mettre des petites choses en place qui nous font du bien rapidement et puis ensuite de voir si d'autres nous intéressent ou pas. Oui, j'ai pas de vision, nous n'avons pas de vision dogmatique, ni du bien-être, ni de la gestion du stress. Ce qui est important, tu le dis Simon, c'est que chacun apprenne à s'écouter, apprenne à repérer les indicateurs en soi. Donc il n'y a pas de mal ou de bon, il y a qu'est-ce qui est bon pour soi. Ça, c'est très important. Et effectivement, la méditation ne conviendra pas du tout à certaines personnes qui préféreront, par exemple, de la relaxation dynamique ou tout simplement de réaliser une activité sportive ou, je ne sais pas moi, du jardinage ou de la musique. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui soient bonnes pour soi. Donc ça signifie aussi d'apprendre à se connaître. Ça, c'est très important. Et un autre élément, parce qu'on le rencontre souvent en formation, c'est que ce qui procure souvent beaucoup de stress chez les personnes, c'est une mauvaise ou une difficulté à gérer son temps. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement, des personnes qui se sentent débordées, envahies par des agendas qui sont surchargés,
une désorganisation dans les tâches. Donc, parmi les pratiques, au-delà de ce qu'on vient de voir, nous, ce qu'on préconise, ce qu'on recommande, c'est d'apprendre à gérer son temps, notamment la nécessité de distinguer les notions d'urgence et d'importance. Je vois trop souvent des personnes qui ne distinguent pas ces deux notions, alors qu'elles sont fondamentales, et tout simplement d'apprendre à gérer son temps avec un agenda. Vous avez à l'écran le Daily Action Planner dont on parle dans la formation gestion du temps et des priorités. Et ça, c'est vraiment une vraie action, voilà, de promotion du bien-être et de santé. Ah, tu prêches un convaincu, Arnaud, hein. Étant moi-même aussi formateur sur les sujets de gestion du temps, forcément, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est jamais abouti, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, on peut toujours progresser sur les sujets de gestion du temps et on a toujours des choses à optimiser. Mais tu as raison de revenir sur la dimension d'urgence et importance qui sont vraiment la base, hein, qui sont vraiment le socle et de toujours continuer à s'entraîner à se questionner lequel finalement, dans quelle catégorie je suis pour ma tâche. Est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'elle est urgente, est-ce qu'elle est les deux ou est-ce qu'elle n'est aucune des deux. Voilà, mais ça, si ça vous intéresse, je vous laisserai creuser aussi de votre côté. Et là, tu vas nous parler d'un sujet, je pense j'espère donc qu'on ne va perdre personne, mais en tout cas, je pense que tu vas apprendre ce mot à beaucoup d'entre nous. C'est le terme de coping, les stratégies de coping. Donc, je te laisse développer. Oui, alors c'est un terme d'expert hein, qui est utilisé dans la prévention des risques psychosociaux, notamment par tous les psychiatres ou les psychologues du travail. Je vais parler tout simplement de stratégie d'adaptation. Hein. Voilà, gérer l'hyperstress, c'est être en capacité de s'adapter à un certain nombre de situations. Voilà, donc les stratégies de coping et donc les stratégies d'adaptation, il en existe trois, notamment dans la prévention des risques psychosociaux et la promotion du bien-être. C'est une stratégie d'abord qui soit centrée sur le problème, c'est-à-dire qu'on peut tous être dans la vie amenés à être confrontés à des problèmes. Bon, comme le dit Bouddha, je résume, je fais court, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une invitation à être créatif, à trouver non pas une solution, mais à trouver des solutions quand on est confronté à des problématiques. Voilà. Donc, autrement dit, prendre aussi de la hauteur, du recul et se faire aider par d'autres ressources. Deuxième stratégie, c'est la stratégie centrée sur l'émotion. Beaucoup de personnes, on le voit nous notamment en formation, ont des difficultés à gérer leurs émotions. Et il y a un lien effectivement entre le stress et les émotions. On le dit autrement, nous on parle dans l'intelligence émotionnelle de capacité à réguler ses émotions, de faire en sorte que face à une situation contrariante, je ne vive pas des phénomènes d'amplification, notamment émotionnels. Donc ça s'apprend aussi. Et la dernière stratégie, c'est celle centrée sur le changement de notre raisonnement. Nous sommes des êtres corporels, émotionnels, mais aussi mentaux, et nous pouvons apprendre à transformer nos pensées négatives en pensées positives. Et tout ça peut se voir dans des formations d'ailleurs que l'on dispense, en psychologie positive par exemple, hein, sur le PEC, ce qu'on appelle la capacité à transformer nos pensées négatives en pensées positives. Donc encore plein de bonnes nouvelles qui nous permettent, ces stratégies, de favoriser un état de santé et de prévenir justement l'hyperstress. Bah, tu nous fais le lien hein, avec ce que tu allais évoquer. On allait parler du sujet de la prévention du stress, mais de cette notion d'hyperstress que tu évoquais, parce qu'on différencie bien entre guillemets, le bon stress, en tout cas la pression positive et le stress à petite dose qu'on arrive à réguler et qui peut être un moteur, et ce signaux d'hyperstress que tu vas nous aider à identifier aussi sur lequel là on va perdre pied et là ça va nous poser réellement un problème. Tout à fait. Donc, je le disais précédemment, le stress, c'est la vie. OK, qu'est-ce qui va être gênant? C'est de prévenir l'hyperstress. Alors, on va le voir à l'écran sur un schéma. Ce schéma, qu'est-ce qu'il nous montre et qu'est-ce qu'il vous montre? Alors, est-ce qu'il va apparaître à l'écran? Ça, c'est pour me tester sur ma capacité à gérer le stress. C'est bon. Alors, vous avez à l'écran un schéma qu'on appelle le SGA, qui signifie syndrome général d'adaptation. Ce concept, il a été créé, je vous le disais précédemment, par le docteur Hans Selye, donc dans les années 50. Il est bien connu hein, de toutes les personnes qui ont suivi des formations sur le stress. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le docteur Selye? C'est que dans la vie, nous sommes confrontés finalement, je vais faire court, à trois situations. On se lève le matin, on va au travail, voilà, là on est en activité, nos systèmes nerveux se mettent en phase d'alarme. Voilà, on est confronté à être en vie, à être en mouvement. Ensuite, confronté à toutes les, j'ai envie de dire, les contraintes de nos vies respectives et quotidiennes,
que ce soit dans le domaine du couple, personnel, familial, social, professionnel, eh bien, on a tellement de choses à faire que notre système nerveux se met en phase de résistance. C'est comme si on tirait sur une corde ou sur un élastique. Bon, bah, si vous tirez très très fort sur un élastique, au bout d'un moment, il va rompre. D'accord? Donc, le docteur Ansellier il nous dit quand on commence à tirer sur l'élastique, quand on est en phase de résistance, on a deux issues possibles. Soit on aide notre corps à s'adapter par rapport à ses capacités naturelles. Je vous le disais tout à l'heure, système sympathique, parasympathique. Mais on l'aide en mettant notamment des sas de décompression. Soit on tire sur la corde, on ne met pas d'action préventive justement pour ne pas tomber dans l'hyperstress et on tombe dans la troisième phase qui est la phase d'épuisement. La phase d'épuisement, ça va être des signaux comportementaux, on l'a vu, psychologiques ou physiologiques qui vont apparaître. Ça peut être ensuite des phases de dépression et ensuite, ça va être potentiellement du burn-out. Voilà. Les signaux repérables qu'on observe dans cette phase d'épuisement, voire un petit peu en amont de la phase d'épuisement, ce sont des signes physiques. Ça peut être de la fatigue, des maux de dos, des troubles du sommeil. Ça peut être des signaux émotionnels, des personnes qui peuvent être hyper émotives, angoissées. Hein, l'angoisse, c'est la compression des émotions refoulées, de la tristesse. Hein, la liste n'est pas exhaustive. Ça peut être, on l'a vu, des signes comportementaux, des addictions à l'alcool, au tabac, des addictions par rapport à la nourriture, la prise de risque, des comportements agressifs ou au contraire de passivité, d'inhibition. Et puis, il y a des signaux observables au niveau de la performance. Ça peut être des doutes, des hésitations, des difficultés de concentration ou des signaux au niveau professionnel, comme par exemple, je commence à poser des arrêts de travail et donc je suis dans l'absentéisme. Voyez. Donc, quand on commence à avoir ces signaux, c'est annonciateur effectivement de signaux d'hyperstress que j'appelle. Et on n'est plus dans le stress. Et là, ça peut très clairement altérer notre état de santé parce que si je ne fais pas de prévention et si je n'agis pas par rapport à ces signaux, eh bien là, ensuite, je vais avoir des complications physiques, émotionnelles, psychiques, comportementales qui vont se traduire cette fois-ci par des maladies. D'accord? La dépression, le burn-out, des maladies cardiovasculaires, enfin des maladies chroniques, hein, par exemple, du diabète, etc. Donc voilà, ce qui est important justement, c'est plutôt de prévenir. Et comme le dit le fameux dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, je reviens sur juste sur le schéma précédent. Ça me permet de faire un lien. Donc, c'est très bien d'être rentré tout de suite dans les signaux, parce que comme ça nous a permis aussi de faire. C'est un lien direct hein, avec le schéma. On a eu une question avant le webinaire qui était donc d'un auditeur qu'on imagine, on imagine qu'il est en train de nous écouter aujourd'hui. La personne donc nous présentait sa situation et elle nous disait deux questions, elle nous formulait deux questions. C'était comment avoir une conscience professionnelle tout en mettant des limites, parce que cette personne voilà, avait beaucoup de mal à mettre des limites dans sa vie. Et alors je te donne la deuxième question parce que c'est un lien direct, c'est comment se déstresser malgré l'importante quantité de travail à effectuer. Donc en fait, on était, si on peut juste revenir sur le schéma précédent, on était dans voilà, une personne qui est vraiment dans cette situation de euh, qui peut aller, en tout cas, qui peut tendre vers cette situation d'épuisement avec une conscience professionnelle peut-être trop forte, et puis deux, cette difficulté à se déstresser. Je te laisse rebondir si tu veux. Je sais pas si tu as une réponse précise ou pas à apporter à Arnaud, mais C'est difficile de donner des réponses générales par rapport à des problématiques individuelles. Donc, je vais quand même donner une réponse généraliste, mais je vois à peu près potentiellement à quoi ça peut ressembler. La confiance, ça convoque deux questions. D'abord, c'est quoi la conscience professionnelle et la capacité à mettre des limites. On peut tous être dans une confiance, tu disais une conscience professionnelle. voilà, une conscience professionnelle. Maintenant, la vraie question, elle est où la limite? Et ça convoque une question, c'est chez cette personne, moi je me pose une question, c'est quel est son driver? Alors là, vous allez me poser une question, c'est quoi un driver? Je vais faire court, c'est un message contraignant, c'est une injonction individuelle qui fait qu'un individu est forcé à être, par exemple, dans la perfection, dans des efforts supplémentaires ou dans des extrêmes qui ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est extrêmement important à détecter. C'est ce qu'on appelle en psychologie des drivers, des messages contraignants, des injonctions inconscientes qui font qu'à un moment donné, on peut être dans des extrêmes. Hein, c'est ce qu'on appelle le soi parfait, le fait des efforts, le fait plaisir. Eh C'est bien, des la personne, tendances en fait, des tendances qu'on a nous-mêmes à avoir, à tendre vers, tout à fait. par exemple, la Et des perfection, tendances comme tu sous le disais. stress. Des tendances en plus sous stress. Donc, ce sont des mécanismes qui sont très pervers, qui sont inconscients, qu'il faut détecter
Et la personne, finalement, la réponse dans sa question, qui est que il est nécessaire à un moment donné de poser des limites. Il faut être en capacité de poser des limites. Et je vais répondre à la deuxième question, du coup, comment faire pour se déstresser? Eh bien, s'autoriser, se permettre, mais surtout réaliser des coupures. Dans cette phase de résistance, si je travaille par exemple non-stop pendant 6 heures, forcément, je mets mon cerveau, mon corps en difficulté. Parce que je me répète, le cerveau, il a besoin à la fois de continuité, mais aussi de temps de repos. Si je ne coupe pas, au bout d'un moment, il est en surchauffe. Donc la question, comment se déstresser, ben, on l'a vu précédemment, toutes les techniques en amont qu'on a vu précédemment. Deuxième outil clé, réponse clé, c'est oui, mettre des limites. Si on ne met pas de limites, nécessairement, il y a implosion, voire il y a explosion. On est obligé de s'imposer des limites que les autres ne nous imposent pas forcément. Hein. On est les premières personnes à parfois être dans des extrêmes. Hein. Il faut aussi le détecter. Et donc, s'accorder ces phases ces sas et ces phases de récupération dans cette phase de résistance. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, l'issue, ce sera l'épuisement. Et Pour à terme, reformuler, par exemple, pour cette personne, pour reformuler, c'est-à-dire que une des réponses, c'est que le fait qu'elle te pose la question comment avoir une conscience professionnelle tout en mettant des limites, c'est peut-être que justement, elle a des drivers qui lui empêchent de mettre des limites et dont elle a l'impression que qu'elle est obligée de faire, alors que finalement, elle pourrait mettre des limites, mais c'est juste elle qui se bloque aussi. tout à fait. Et c'est inconscient, hein. C'est encore une fois, je ne jette pas l'opprobre, mais c'est inconscient. Et j'invite cette personne à faire un test sur ses drivers pour identifier justement si elle n'est pas dans des mécanismes, on va dire, trop exigeants. Et c'est une exigence qu'elle se met elle-même, en fait. Voilà. Et sur la, comment se déstresser, on a vu les pratiques, mais c'est s'imposer des sas. S'imposer des sas de décompression. Le cerveau en a besoin, sinon il y a rupture. Super, bah écoute, merci. Voilà, on est revenu sur cette petite aparté. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on prendra le temps à la fin. Là, on voulait vous parler un petit peu, enfin revenir, puisqu'on l'a un peu évoqué déjà, mais voilà, sur les mesures à mettre en place pour prévenir le stress et favoriser la santé au travail. Donc avec 3 niveaux de prévention. Je te laisse développer, Arnaud. Oui, bah, très rapidement, je le disais tout à l'heure, on peut agir aussi bien au niveau individuel que collectif et dans une entreprise au niveau organisationnel. C'est bien connu normalement des ressources humaines. Les mesures en place pour prévenir le stress et favoriser la santé au travail, bah, au niveau individuel, j'ai envie de dire, suivre une formation sur la gestion du stress, si on ne sait pas le faire, pratiquer toutes les recommandations qu'on a fait précédemment. Voilà. Et au niveau collectif, être un acteur de la prévention. Nous sommes tous des acteurs de la prévention pour nos collègues, pour nos amis, pour notre famille. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau collectif. Alors tout va dépendre de la fonction. Si j'ai une fonction hiérarchique, je peux mettre en place des actions de promotion du bien-être, qui est un acteur, une action de prévention. Et puis au niveau organisationnel, qui va se traduire par exemple de faire de ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire mettre en place des baromètres ou des enquêtes pour évaluer le niveau, non pas de satisfaction, mais l'état de bien-être ou de santé des collaborateurs. La prévention secondaire, c'est de la formation ou de l'information. Un webinaire, par exemple, est une action de prévention secondaire. C'est donner de l'information ou de la formation. Et la prévention tertiaire, c'est une prise en charge individualisée d'un collaborateur qui serait en difficulté. Donc ça, en général, c'est plus par, je ne sais pas moi, des psychologues du travail, des coachs ou un médecin, par exemple. D'accord. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est de la prévention secondaire. Et j'aimerais quand même dire, c'est que la formation en général est une action de prévention secondaire déterminante pour aider les collaborateurs à gérer leur stress et leur hyperstress. Parce que plus on est compétent, moins finalement on a de stress. Ça, c'est une logique qui est implacable. Super, bah, merci pour ces rappels sur la dimension de prévention. On va vous parler un petit peu de la dimension de promotion donc qu'on a évoqué, qui était l'autre pan. Mais avant ça, on va vous proposer un second sondage pour justement, bah, comprendre un petit peu chez vous, la place donc dans toutes vos entreprises, quelle est la place de la QVCT? Voilà, donc qualité de vie et conditions de travail, hein, on le rappelle. Voilà, mais quelle est cette place au niveau de l'entreprise? Les réponses, ça va nous permettre bah, justement d'identifier le niveau de promotion qui est fait de cette QVCT au travail chez vous. Donc là, globalement, alors Arnaud, ça va être intéressant parce que c'était une question qu'on avait posée en juin dernier lors de la semaine de la QVCT, un des webinaires qu'on avait fait tous les deux. Donc, on va pouvoir voir un peu s'il y a eu des évolutions sur cette dimension. C'est Est-ce que peut-être pas c'est la même vraiment un population. sujet dont
dont se sont emparées les entreprises. Ouais. Donc voilà, là, hein, vous pouvez encore une fois répondre comme tout à l'heure sur le sondage directement. Donc alors, la réponse, ça paraît être un sujet à la mode, c'en est un, hein, finalement, c'en est un. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va vraiment sur des actions et une vraie politique engagée? Je pense que on risque d'avoir peut-être une minorité sur cette dernière dimension, voilà, d'entreprises qui ont vraiment, quand même 13% qui ont une vraie politique engagée. Euh, donc là, on a quand même on a un 50-50 à peu près, hein, Arnaud, au niveau 50-50. voilà, Bon, on voit d'entreprises que les qui à la fois. On voit que les actions sont mises en place, mais il n'y a pas encore, bon, à part 13%, de réelle politique de qualité de vie des conditions de travail, hein. Euh, Certains s'interrogent même de savoir ce qu'est la QVCT. Et on va dire que ça, c'est un peu le premier baromètre, hein, parce que bon, alors c'est une abréviation et c'est un mot, enfin, même si j'ai donné le, voilà, le nom de l'acronyme juste avant. Mais si évidemment, c'est le premier élément, c'est si les personnes ne savent pas de quoi on parle, c'est que souvent la promotion n'a pas été suffisamment bien faite, on va dire. Tout à fait. Alors, la QVCT, hein, on va le définir, hein, c'est un concept générique aujourd'hui, hein, mais qui infuse de plus en plus dans les entreprises. Et notamment l'ANI 2013, hein, l'ANI, je rappelle, c'est un accord national interprofessionnel qui est signé entre des instances syndicales et patronales, hein, avec notamment maintenant l'intégration du CSE, définit la QVCT, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme, comme un sentiment vécu collectivement et individuellement. Voilà, donc c'est un sentiment, hein, c'est une perception, mais vécue individuellement et collectivement, liée à trois déterminants. Les possibilités sur son lieu de travail, donc de s'exprimer et d'agir, donc d'avoir une libération finalement de la parole et d'expression, d'avoir un contenu et un sens du travail qui donne du sens justement à son travail, hein, pour éviter notamment le burn-out, ce qu'on appelle, hein, la perte de sens, et des conditions de travail, que ce soit au niveau physique, organisationnel et relationnel, qui soit favorable à un bien-être et à un bon état de santé. D'accord. Donc c'est ça la QVCT, ça a évolué, hein, depuis 2022 parce qu'on parlait avant de QVT. Et effectivement, on s'est rendu compte que les conditions de travail étaient prépondérantes, donc on l'a remplacé QVT par QVCT. Voilà, avec Voilà, plusieurs donc c'est dimensions, avec 6 dimensions phares, hein, sur la QVCT. Vas-y, je te laisse rebondir. voilà. Donc, je le disais précédemment, depuis 2022, on est passé vraiment à la qualité de vie et de conditions de travail. Alors, en général, il y a plusieurs volets, hein, évidemment, qui déterminent cette QVCT. Il y a le contenu du travail, les relations au travail, le climat social, avoir un climat social favorable, un management participatif engagé, l'égalité professionnelle pour tous, des compétences, des parcours professionnels aujourd'hui, hein, qui se développent, et le volet de la santé qui a été renforcé, crise oblige, j'ai envie de dire, hein, par rapport à ces dernières années, par rapport à la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Voilà, donc on est en plein, effectivement, dans notre sujet, qui est de prévenir, encore une fois, la gestion du stress, de prévenir les risques psychosociaux, mais pas que. Aujourd'hui, allier stress et santé au travail, c'est aussi promouvoir le bien-être et promouvoir la QVCT pour renforcer la santé au travail, hein. Et je préciserai juste que dans le dernier ANI qui a été signé en 2020, il y a un renforcement qui est demandé aux entreprises aujourd'hui en termes de prévention des risques psychosociaux, et mais également de la désinsertion, la désinsertion professionnelle, avec la création d'une cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, je ne vais pas détailler ça, mais c'est pour dire que au niveau législatif, il y a vraiment des choses qui évoluent avec des demandes qui sont effectuées au niveau des entreprises pour renforcer la QVCT en interne. Tout à fait. Et ce que j'aime bien sur ce graphe, ou en tout cas sur ce visuel, on va dire plutôt, c'est la dimension de management qui apparaît.
euh, et qui est lié donc avec la définition que tu donnais tout à l'heure, qui était donc un des déterminants, c'était le contenu et le sens du travail. Là-dessus, il y a un vrai enjeu de la part des managers. Donc, si on a des managers qui nous écoutent, sachez que bien sûr, la QVCT, il y a cette politique qui vient de l'entreprise, qui vient changer des choses, qui vient faire des actions, etc. Mais à votre niveau, s'il y a des managers, par exemple, à votre niveau, il y a déjà pas mal d'actions que vous pouvez prendre dans la manière dont vous communiquez, que vous donnez du sens aux actions que vous demandez de la part de vos collaborateurs. Et puis après, même pour ceux qui ne sont pas managers, bah, les dimensions d'égalité pour tous, les relations au travail, le climat social, tout ça, c'est bien entendu des choses sur lesquelles vous pouvez vous-même agir et vous-même favoriser cette QVCT. Et oui, juste pour terminer, pour dire que les sujets de la QVCT, hein, qui sont donc illustrés ici par cette fleur, on va dire, à 6 pétales, hein, bah, ça permet d'aborder la question du travail de manière vraiment transversale. Et la QVCT, j'ai envie de dire, est l'affaire de tous, de toutes et tous. Le collaborateur, la synergie dans les équipes, les relations avec aussi l'extérieur et les contenus, l'organisation du travail. C'est l'affaire de tous, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, la santé devrait est et doit être l'affaire de tous également. Absolument. Et donc là, on voulait terminer cette petite aparté sur la QVCT, qui va être aussi un des derniers éléments de notre webinaire, sur revenir sur quelques actions pour améliorer ce ressenti de la QVCT. Voilà, donc je te laisserai en citer quelques-unes, bien sûr. J'ai surtout envie de dire que j'ai presque envie de dire qu'est-ce que n'est pas la QVCT. Ben, la QVCT ne se résume pas à mettre un baby-foot ou une PlayStation. Voilà, donc la QVCT, c'est bien au-delà. Hein, c'est de trouver un réel équilibre entre les facteurs de stress et les facteurs de protection, donc de renforcer notamment, par exemple, la reconnaissance au travail, d'améliorer bien évidemment les conditions de l'environnement de travail pour pas avoir, par exemple, des TMS, hein, les troubles squelettistes, qui sont des troubles psychosociaux, d'agir pour limiter donc les facteurs de stress. Et là, tu l'as dit, les managers sont au cœur aussi du processus parce que je peux être aussi un manager très stressant et stresseur. D'activer au quotidien les valeurs de respect ou les valeurs tout simplement de l'entreprise, d'apporter des signes de soutien collectif, hein, au niveau des managers, mais pas que, au niveau de tout le monde. Je dis souvent aussi, ça commence aussi par l'individu, de favoriser un état d'esprit positif aussi au travail. Et ça part de soi-même. Hein. Il y a des personnes très négatives qui sont psychotoxiques. Donc il faut aussi savoir qu'on ne peut pas tout attendre de l'organisation ou des managers. On a aussi un rôle à jouer, à être proactif dans un état d'esprit qui soit favorable aussi à tous. Et puis, je le disais précédemment, de former son personnel. Parce que pour moi, encore une fois, je me répète, mais la formation, la compétence est au cœur finalement d'un moindre stress et d'une bonne santé. Absolument. Bah écoute, merci Arnaud. Je pense que tu l'as bien promu et ça me permet sur ce sujet de formation, ça me permet d'embrayer justement nous sur une nouveauté chez MyConnecting. C'était aussi pour ça qu'on voulait revenir sur cette dimension et sur ce webinaire allier le stress et la santé au travail. C'était pour vous présenter également notre gamme. Donc on a décidé cette année de dédier voilà une vraie gamme autour de la QVCT avec donc dans lequel bien sûr le stress et la santé sont des sujets importants. Donc on avait déjà des gammes autour du management, du développement personnel, de l'efficacité professionnelle, et là on vient rajouter une gamme complémentaire sur la QVCT vraiment. Donc c'est un focus qu'on veut faire et qui est, comme tu l'as dit, l'affaire de tous, parce qu'on a à la fois des propositions pour les collaborateurs, donc où on va voilà les former justement au bien-être et à la prévention des risques psychosociaux. On a aussi des programmes autour du fait de bien vivre les changements. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se transforment, qui changent énormément et qui vont. On le sait, il y a beaucoup de gens qui sont encore réfractaires à ces changements. Donc il faut les habituer et il faut leur permettre de mieux vivre ces changements en les accompagnant. Le sujet de la surcharge de travail, je vous en parlais, je vous parlais de notre webinaire qu'on a fait en octobre. Voilà, donc on a une formation autour de ça. Stress et santé au travail, donc c'est un petit peu l'illustration de ce webinaire et c'est un peu là on a touché on a touché le sujet, mais là bien entendu dans cette formation on va beaucoup plus loin. Et on a aussi des formations qui étaient déjà là, mais sur la gestion du stress, sur la confiance en soi, parce que tu m'en parlais avant le webinaire en off. Voilà, le sujet de la confiance en soi est aussi un sujet
très au centre en fait de ces sujets de stress et de santé et puis de QVCT plus au global. Bah oui, parce qu'on est souvent sollicité aujourd'hui par ça finalement. Des personnes qui viennent nous dire au départ, oui, je suis stressé parce que c'est la première, on va dire, formulation qui est exprimée. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a un manque souvent de confiance, d'estime de soi. Et si on veut pouvoir faire des efforts de qualité, il faut à la fois avoir des compétences, des aptitudes, la motivation et la confiance en soi. Hein, c'est vraiment un des socles, effectivement, de la capacité à réaliser des efforts. Et sans cette confiance, c'est difficile. Donc, on voit bien que finalement, c'est un tout qui participe à la fois de mieux gérer son stress, mais aussi de favoriser un état de santé. Donc, on voit bien, alors notamment chez Malcognitive, que les soft skills, mais peu importe, que tout ce qui contribue à développer finalement les compétences émotionnelles, les compétences relationnelles, les compétences de communication, favorise vraiment de l'efficacité et un bon état de santé. Je pense que c'est vraiment important et tout le monde effectivement a un rôle à jouer, à commencer par les collaborateurs et les managers. Voilà, effectivement sur les managers, donc on a des formations, voilà, manager les risques psychosociaux, c'est une formation qu'on fait de plus en plus souvent. Arnaud l'a énormément faite parce que c'est un sujet très important. Voilà, on a la thématique aussi de incarner la QVCT dans son management ou de faire face au risque de burn-out. Donc ça, c'est un certain nombre de sujets qu'on traite en formation. Et on a aussi décidé d'élargir un petit peu plus ce sujet de la QVCT avec des formations sur la RSE. Alors donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est assez lié au final. On a régulièrement et on peut faire beaucoup de liens en fait entre ces deux sujets. Et donc on a là on accompagne davantage peut-être un peu plus justement des personnes de l'équipe ressources humaines dans le fait de déployer une démarche RSE, engager les collaborateurs dans la démarche RSE, ou alors peut-être un peu plus sur des managers et sur des recruteurs, le sujet de la discrimination, hein, de l'inclusion et de la discrimination, donc avec le recrutement, mais pas que. Il y a plein de sujets autour de la diversité et inclusion qui sont importants à traiter et qui sont une partie intégrante de la RSE qui va venir soutenir la QVCT. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une démarche RSE autour de l'inclusion et de la diversité, ça va avoir des bénéfices très concrets et très directs sur la qualité de vie et des conditions de travail. Et alors, donc, avant de passer aux questions, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on va avoir quelques minutes pour y répondre. Je vais aussi ajuster en fonction des questions qu'on aura. Je vous présente juste en une minute nos prochains rendez-vous. Donc, on a le 6 avril, on a un webinaire que j'aurai le plaisir d'animer avec Aurélie Correa sur la gestion de projet, donc communiquer et collaborer efficacement avec votre équipe. Donc voilà, s'il y en a qui travaillent en mode projet, n'hésitez pas à vous inscrire. On a le 13 avril, donc un mois chargé pour MyConnecting, un webinaire sur les impacts de l'IA sur le SEO. Donc c'est un peu, voilà, on vient rebondir par rapport au webinaire sur le chat GPT qu'on avait fait. On vient en faire un ici spécifiquement sur l'impact sur le SEO. Et le 13 avril, on a, comme tous les mois, pour ceux que ça intéresse, nos sessions découvertes sur la gestion du stress. Donc, pour rappel, c'est un mois la gestion du stress, un mois la gestion du temps, pour venir tester et approuver, on l'espère, nos classes virtuelles de 2 heures donc à distance sur ces sujets. Et n'hésitez pas, je vous en parlais tout à l'heure, mais allez visualiser nos replays, donc soit directement sur notre site internet, soit sur notre page YouTube. On a vraiment tous les replays qui sont disponibles. On en a sur la QVCT qu'on a fait l'année dernière, sur la gestion du stress, la surcharge de travail. On a un certain nombre de webinaires qu'on commence à avoir fait, puisque c'est un rendez-vous qu'on a depuis 3 ans maintenant. Euh, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et je vais passer donc aux questions. On en a plusieurs. Je reviens un peu là-dessus. Alors, on avait une première réaction qui était qui était une personne qui nous disait, c'était quand tu parlais des baby-foot, hein, je pense, Arnaud, qui nous disait que la qualité de vie au travail aujourd'hui est détournée pour se faire bien voir. La personne nous parle de cactus offerts aux employés ou des concours de chant, voilà, ou des choses qui sont pas forcément des actions concrètes qui sont prises en main. Bon, voilà, c'est pas une question, c'est plus une réaction. On a une personne qui nous redemande le nom de celui qui a identifié les mécanismes dans les années 50 dont tu parlais. Alors je sais plus si tu. Le docteur Hans Seyle, Seyle.
Seyle. Voilà, Voilà. donc on espère que cette personne est toujours là. Elle nous a bien entendu. Euh, on avait donc une autre question qui nous avait été posée avant le webinaire, qui était quels conseils pouvez-vous donner pour éviter la rumination après le travail? C'est-à-dire une fois rentré à la maison, j'ai des difficultés à couper avec le travail, je repense à ce que j'ai fait, je m'arrête souvent sur ce qui pose problème, j'essaye d'avancer le travail, je ne suis pas en paix. Donc j'imagine que c'est une personne qui peut-être continue de travailler aussi un peu chez elle. Est-ce que tu as une réponse, voilà, pour réussir à vraiment couper, à la fois réussir à s'arrêter, mais finalement réussir à arrêter aussi le cerveau qui continue tout seul? Bah, deux pistes qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est que d'apprendre à mettre des sas entre chaque activité. Je donne la même chose quand, par exemple, des personnes ont des difficultés à dormir. Quand elles regardent la télé et tout de suite elles vont se coucher. C'est très mauvais pour le fonctionnement du cerveau. Je disais tout à l'heure, le cerveau a besoin de continuité, je me répète, mais c'est important, mais aussi de sas, de rupture. Donc, avant de rentrer chez soi, je suggère à cette personne, c'est d'aller faire un petit tour. Même si c'est se promener 5 minutes, 10 minutes, alors, au mieux, ce serait 20 minutes dans une forêt. Je ne sais pas si cette personne a une forêt à côté de chez elle, mais c'est de couper, de créer des moments de rupture pour laisser au cerveau le temps de décompresser. Et la deuxième chose, sinon, si elle a vraiment des difficultés au niveau cognitif à couper, c'est de pratiquer une technique qui va l'inviter à discipliner ses pensées. Alors évidemment, la première qui me vient à l'esprit, c'est la méditation, mais pour moi, c'est la meilleure qui me vient à l'esprit, d'être en capacité de gérer ses pensées. Et je ne parle pas forcément de méditation avec des pratiques formelles. Hein. J'invite pas la personne forcément à s'asseoir sur un coussin. Non, tout simplement à prendre conscience de comment fonctionne son cerveau, ses pensées, et au bout d'un moment, d'arriver à trouver cette discipline qui fait que le cerveau, c'est un entraînement de l'esprit va être dans cette dynamique de relaxation. C'est tout ce qu'on expose et j'invite peut-être à s'inscrire à une formation sur la psychologie positive. C'est tout ce qu'on développe sur comment reprendre le pouvoir sur ses pensées. Voilà, c'est ça qui est en jeu pour cette personne. Mais au moins de mettre des sas de coupure, très important. Et effectivement, tu l'as dit, c'est des choses qui sont peut-être plus compliquées à faire seules par moment. Et donc alors bon, les accompagnements, donc soit par de la formation, tu le disais, mais même par du coaching, ou en tout cas voilà, un accompagnement individuel peut être des solutions quand on n'arrive vraiment pas tout seul à se sortir du sujet. Ça peut être de se faire accompagner, voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais oui, Ça peut être. je dis souvent quand j'anime la formation sur la psychologie positive, il y a plein de gens qui vont dans des salles de sport pour muscler leur corps physique. Mais il n'y a pas de salle de préparation mentale. Et pourtant, ça se travaille aussi parce que le cerveau, les pensées, ça se travaille. Et on peut discipliner notre mental, c'est un entraînement. Et pourquoi pas avoir un coach justement de préparation mentale. Ça existe. Donc il n'y a pas que le corps. Alors, on a une autre question d'une personne qui revient sur le sujet des drivers, donc qui nous dit Ouais. comment lutter contre ces messages contraignants, car ils nous ont été inculqués dès la prime enfance, si je ne me trompe. Entre guillemets, c'est de Alors, l'inconscient. Donc, cette il faut personne est bien surtout, renseignée déjà. alors, première remarque, il ne faut surtout pas lutter parce que c'est inconscient. L'inconscient est une machine incroyable, extrêmement puissante et tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, il ne faut pas lutter. Il faut les identifier, les reconnaître et ensuite se donner des autorisations et des permissions pour, en douceur, coopérer avec l'inconscient et se donner une permission. Je vais donner un exemple. Si par exemple la personne, elle a le driver fait plaisir, elle est systématiquement en train de dire oui alors qu'elle voudrait dire non, parce qu'elle veut faire plaisir aux autres, eh bien, elle doit se donner une permission, une autorisation au bout d'un moment de s'autoriser à s'occuper d'elle-même, à dire non. Voilà, ça aussi, ça s'apprend. Il y a des méthodes pour apprendre à dire non. Donc, c'est surtout pas forcer les choses. Se permettre, se donner des autorisations progressives et montrer à notre inconscient qu'il n'y a pas de danger à le faire. Plus en une méthode, donc méthodologie davantage en douceur qu'en Et résistance. surtout pas en résistance et en force avec l'inconscient, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. Super. Bon, et j'ai une dernière question. Enfin voilà, n'hésitez pas, hein, il nous reste quelques petites minutes. J'ai une dernière question. Donc, alors, je te donne un peu le contexte. J'ai un manager stressant qui met en permanence la pression et qui ne voit jamais le positif, avec très peu de reconnaissance. Qui n'a jamais eu de formation en management, cette personne. Il a eu son poste grâce à son ancienneté. Malheureusement, ça arrive beaucoup et c'est pas un. Bon, là, c'était une aparté, mais ça arrive beaucoup et c'est pas forcément toujours la chose à faire. J'ai souvent la boule au ventre en allant au travail et j'ai beaucoup de mal à faire une coupure une fois que je pars du travail. J'ai fait une formation à la gestion du stress et de ce que j'ai compris,
de ce webinaire, je suis sans arrêt en épuisement, avec des gros problèmes de santé et du mal à m'adapter. Donc là, elle nous fait référence au syndrome général d'adaptation. Donc que dois-je faire? Alors là, c'est une situation qui est très spécifique, mais il n'y aura pas de Mhm. réponse, hein, j'imagine Arnaud, mais je te laisse quand même réagir. Si, j'ai deux réponses. Communiquer de façon assertive, affirmer, en exprimant des faits que cette personne rencontre, ce qu'elle ressent, ses émotions, ses vrais besoins, les limites justement elle ne peut plus accepter, et exprimer de façon explicite ce qu'elle attend aujourd'hui dans le cadre de sa relation manager-manager et ses conditions de travail. Et si elle n'est pas entendue, et il faut vraiment mettre les ingrédients dans cette communication assertive, si vraiment elle n'est pas entendue, comprise, etc., eh bien partir, parce qu'à un moment donné, ça peut être une action de prévention de sa santé et de sa survie. Il y a des organisations, des situations parfois où on n'est pas à notre place. Peut-être que cette personne, elle n'est pas à sa place. Donc auquel cas, eh bien envisager une autre solution. À un besoin, il n'y a pas une solution unique. Hein, sinon, on est en situation de dépendance. Donc pourquoi pas envisager peut-être une reconversion ou autre chose. Il faut voir les champs des possibles, comme disaient les psys. Et effectivement, le sujet que tu évoques, hein, donc, qui est le sujet de la communication assertive, ça c'est un sujet qu'on traite dans plein de formations. Et donc ça va être quand on a une situation comme la personne l'exprime, on va peut-être être gardé pendant longtemps pour nous et puis ensuite être en résistance et justement on va pas réussir à dire les choses de la bonne façon. Peut-être que le manager a juste besoin qu'on lui dise les choses, mais qu'on lui dise de la bonne façon pour que le message soit entendu. Et Donc vraiment travailler son assertivité aussi pour réussir à arriver, comme tu le dis, un, oser le dire, et puis deux, le jour où on ose le dire de la bonne façon. Et oui, assertivité veut dire affirmation de soi, et c'est lié aussi, on l'a dit tout à l'heure, à la confiance en soi, mais aussi à la capacité à dire sereinement les choses. Exactement. Super. Bon bah écoute, j'ai plus de questions. Si vous en avez, bon, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail. On se fera un plaisir d'y répondre. Un grand merci de nous avoir écoutés. Un grand merci Arnaud d'avoir Merci à voilà toi. été dans le rôle de l'expert et de nous avoir donné un maximum d'indications et d'informations durant ce webinaire. Donc merci à toi et un grand merci donc à nos participants. N'hésitez pas à vous réinscrire au prochain webinaire si ça vous intéresse ou encore une fois à aller retrouver ce qu'on a déjà pu faire par le passé sur notre chaîne YouTube ou notre site internet. Un grand merci à tous. Merci.